Pour la prochaine fois, on migre. De retour, j'espère que vous n'avez pas bougé. Je disais que dans la prochaine fois, on migre sur la prochaine version de Miroir. C'est vrai que personne ne sait ce que c'est Miroir, mais pourquoi tu ris toi? Non, je sais pas, ça me fait rire. C'est pas une annonce. Non, faudrait qu'on fasse une annonce en bonne et due forme. Un jour, on fera du marketing. Pour l'instant, on s'en fout de faire du marketing. Bref, mais on a changé de nom pour ma boîte de studio et maintenant, ça s'appelle Miroir. Et on a une V2 et elle est toujours pas installée. C'est pour ça qu'on a une expérience qui est beaucoup moins bonne que celle de chez nos clients. Beaucoup moins bonne, carrément. Ouais. Ah ouais. Ah oui, beaucoup moins bonne. C'est-à-dire qu'on dit souvent que les cordonniers sont les plus mal chaussés. Sauf que elle est beaucoup moins bonne peut-être pour la personne qui est en régie, mais je pense que les gens ne verront pas du tout la différence. Aucune différence. La réalisation sera la même. Exactement. Mais de notre point de vue, on a hâte de faire la migration. Bref, et on l'a fait normalement pour la prochaine fois. Okay. C'est une décision que j'ai prise il y a 1 heure. Voilà. Bah, la prochaine fois, c'est dans du coup 1 mois, 4 semaines. Et il y aura le son. Et il y aura le son, ok. C'est la nouvelle feature de la V2. Bon, bref. Parce que du coup, vous le savez pas, mais on n'a pas le son en studio. Donc pendant la musique du générique, on ne l'entend pas comme vous l'entendez sur Twitch. C'est juste qu'on s'est fait piquer les enceintes par des affreux oiseaux. Bref, sans plus attendre, c'est parti pour la 3e et dernière partie de notre journée de tournage. Et on reçoit Raphaël. Bienvenue, Raphaël. Merci. Enchanté de t'avoir. Enchanté. Tu sais que sur ce fauteuil, commence à y avoir pas mal de monde qui est passé, mine de rien. Moi, mon bingo commence à être... Ouais, hein. Moi, je commence à en être presque fier de cette programmation. Ouais, c'est cool. Je suis où dans la liste Tu es juste en dessous de Xavier Niel. Ouais, juste en dessous. Ça va alors, ça va. Juste au-dessus... Non, on va dire. Et on est très content de t'avoir, puisque je disais que c'était un peu la récréation. Mais en fait, oui et non, parce qu'on va parler quand même de sujets très sérieux, très importants. Mais on va voir que tes méthodes sont originales. Et notamment, nous allons parler du loup-garou. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans l'IA? On voit 1 milliard de startups d'IA qui se montent en ce moment. Et toi, de ton point de vue, c'est quoi la nouveauté que tu trouves intéressant d'explorer, qui t'a conduit à faire les projets dont on a parlé aujourd'hui? Et puis, sans trop spoiler, parce qu'on va revenir sur tout. Bien sûr. Donc, moi, je m'appelle Raphaël, j'ai 23 ans. Je suis en dernière année d'études à l'ENSEI. Donc, c'est une école déjà autour de l'IA, parce qu'on fait beaucoup de data et de stats. Donc, c'est naturellement que je me suis orienté vers l'IA. Et déjà, même avant ma classe préparatoire aux grandes écoles, j'étais à fond dans l'IA, c'est ce qui m'intéressait. Et donc, depuis... Mais tu faisais du NLP ou des trucs... Ouais, c'est ça. Des trucs très théoriques. Et, ça a changé. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et en fait, donc, si on voit mon feed de Twitter, c'est que des news d'IA et c'est que des papiers très théoriques. Et moi, ce qui me dérange avec cette approche-là dans l'IA, c'est que c'est des papiers qui sont créés par les ingénieurs qui créent les modèles, mais ça ne parle pas du tout au grand public. Et donc, il y a une opportunité à faire des projets qui sont beaucoup plus créatifs autour de l'IA. Et c'est ce qui m'a motivé, en fait, à faire les 2 projets dont on va parler, je pense, aujourd'hui, pour se différencier, tout simplement, et parler de sujets très intéressants avec le public qui va utiliser l'IA, parce que 95% des gens qui utilisent l'IA, ils s'en foutent des maths et du code qu'on évalue en continu. Et donc, on a voulu sortir de cette entre-soi pour toucher des sujets un peu plus généraux. Et ce qui est marrant, c'est que actuellement, tu es en TD, en fait. Fallait pas le dire. J'avais dit de pas le dire. Tu es censé être en TD là, dans ton école. Voilà. High Dimensional Statistics. Désolé, monsieur ou madame la professeure. On fera un mot dans le carnet. Un petit mot d'excuse. Honnêtement, c'est pour la bonne cause. Je pense. Voilà, tu vas partager ton savoir, ce que vous avez développé donc. Et est-ce qu'il y a eu ma question, c'est est-ce qu'il y a, avant de rentrer dans le vif du sujet, il y a eu des papiers où vous voulez en faire ou pas trop? Alors, on a fait des blog posts. On n'a pas voulu faire des papiers parce qu'en fait, on n'avait pas le temps. Et surtout, notre démarche était de toucher un grand public. Et les gens qu'on veut toucher, c'est pas le genre de personne qui va aller lire des papiers et se poser sur Archive. Oui, donc même dans la manière de raconter, effectivement, quand on lit les articles, c'est très sympa à lire. Donc bien joué, parce que merci. Effectivement, c'est pas la langue qui est requise pour être validée par un, comment ça s'appelle, le truc qui par tes pairs. Voilà. C'est ça. Une relecture par les pairs. Oui. Voilà. Publié sur un journal scientifique, tout simplement. Bref, je vous l'ai teasé tout à l'heure. Ce que tu as fait, tu as comme expérience qui est parfaitement, de mon point, de ce que j'ai vu en tout cas, original et nouvelle, c'est que tu
tu as fait une expérience où tu as pris plein d'IA différentes et tu leur as fait jouer au loup-garou. C'est marrant parce que rien que cette phrase, on a un peu du mal à s'imaginer à quoi ça ressemble de prendre des IA, des LLM et de les faire jouer au loup-garou. Alors, première question, c'est pourquoi ? Ouais, bien sûr. Pourquoi faire ça ? Et comment ça marche ? Ouais, alors c'est très intéressant. Là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, par exemple, on regarde il y a 3 jours, il y a GPT 5.2 Pro qui a résolu de manière autonome un problème de RDOS en maths. Donc c'est un problème extrêmement compliqué qui a plusieurs dizaines d'années. Et la preuve a été soumise à Terence Tao, qui est le mathématicien le plus connu aujourd'hui, et elle a été validée. Maintenant, le problème, c'est que ces sujets-là hyper techniques, ils parlent qu'à un petit nombre de personnes. Donc ce que tu veux dire, c'est que ça, sur un petit microcosme de Twitter, les gens commencent à péter leur crâne. Mais effectivement, je vois ce que tu veux dire. Il y a des choses qui se passent actuellement où des tâches qui semblaient totalement hors de portée des LLM par construction le sont quand même de moins en moins. Et nous, on le voit à titre très personnel moi, ce qui me frappe le plus, c'est vraiment dans le développement. Donc, on utilise beaucoup un outil qui s'appelle Claude Code, mais il y en a plein d'autres. Et il y a une sorte d'accélération qui est quand même assez folle. Mais tu as raison, c'est pas un truc que le grand public perçoit forcément et peut avoir gardé des souvenirs un peu anciens de ChatGPT 3.5 et de ses limites. Et toi, tu te dis peut-être qu'on peut faire des expériences amusantes qui vont connecter les gens au tout dernier modèle et voir ce dont ils sont capables, quoi. C'est ça. Et ce que je me disais aussi, c'est que donc aujourd'hui, on essaye de maximiser les performances des modèles sur les maths et le code, mais d'une itération à l'autre, la plupart des gens, ils vont pas tester les capacités en maths et en code. Ce qu'ils vont tester, c'est comment le modèle répond. Ils vont poser des questions beaucoup plus générales. Et donc, ce qui nous dérangeait dans les évaluations qui étaient faites des modèles, c'est que c'était trop théorique et ça parlait pas à assez de monde. Donc, on s'est dit, on va essayer de sortir un peu de ce cadre-là et faire des évaluations un peu plus fun, qui représentent un peu plus notre vie au quotidien. Et les jeux, de manière générale, il y a un historique de l'IA avec les jeux. Et les jeux, c'était très bien adapté. Et l'idée du loup-garou, c'est de se dire, OK, on va mettre les LLM dans des situations un peu nouvelles. On va tester leur capacité à manipuler. Donc c'est un truc qui n'était pas fait, à résister à la manipulation, à créer des stratégies et à jouer en société à un jeu auquel on joue tous. Parce que c'est pas la première fois qu'on fait jouer à des jeux à l'IA. Tu l'as dit, un historique. On a tous entendu l'histoire de Deep Blue pour les échecs, de l'AlphaGo. De diplomatie. Google avait fait ça. T'as raison. Ouais. Mais il y a déjà du social. Justement. Donc là, historiquement, il y a quand même une prévalence de tout ce qui est jeu purement logique, exactement, où on teste limite ta puissance de calcul. C'est ça. Là, c'est différent. C'était des jeux à information parfaite pour la plupart. Après, à part dire exactement. C'est-à-dire que chaque joueur avait l'ensemble des informations nécessaires pour jouer au jeu. Là, on est passé sur des jeux comme le poker ensuite, où on ne connaît pas les cartes des joueurs qui jouent, et à des jeux comme le loup-garou, où pareil, on ne connaît pas les rôles des adversaires, des gens avec lesquels on joue au jeu. Donc c'est un jeu plus compliqué et qui n'était pas possible avant avec les algos qu'on utilisait pour Deep Blue ou AlphaGo, qui n'étaient pas faits pour ça. Là, on arrive à traiter le langage et donc on peut aller beaucoup plus loin dans ces jeux-là. Et c'est vrai que dans les benchmarks, quand on regarde aujourd'hui comment on mesure si telle IA est meilleure qu'une autre, la matrice d'analyse, c'est purement dans l'efficacité. C'est-à-dire, est-ce que tu es efficace pour résoudre des problèmes de code, par exemple? Est-ce que tu produis du code qui résout un problème? Est-ce que tu résous des équations de maths? Ouais. Est-ce que tu as une culture générale, même là encore sous un format vraiment de QCM, c'est-à-dire qu'on évalue ta culture générale? Est-ce que tu sais faire des suites d'actions successives quasiment comme un algorithme, mais beaucoup plus adaptatif pour aller réserver un vol d'avion ou c'était quoi les trucs de malade de Humanity Last Exam là où ouais, ça c'est dur. Ah oui. Tu dois calculer le temps dans l'espace d'un astronaute voilà. C'est vraiment une approche très je sais pas comment décrire ça, mais on n'est pas en train il y a quasiment rien qui existe pour mesurer l'intelligence émotionnelle entre guillemets Exactement. Des modèles. Alors on va utiliser plein d'approximations en termes de lexique, on va parler d'intelligence, on va parler de personnalité. Exactement. Donc voilà, on disclaimer au début, c'est parce que c'est plus simple, même si ça pose plein de questions évidemment. Mais c'était un peu vide de ce point de vue-là, non, les benchmarks. Ouais, non mais clairement.
Et même encore aujourd'hui, il y a une tendance, nous on y a participé avec notre benchmark du loup-garou, à essayer de sortir de cet écosystème hyper maths, code, physique, chimie. Et c'est pour ça que ça a plu d'ailleurs, bon, on pourra peut-être en parler, mais on a été contacté par certaines personnes dans l'écosystème IA. Ça fait un buzz de malade. Ouais. On l'a vu partout, évidemment, sur les réseaux. Tu as eu des propositions, il paraît, de tout le monde derrière. Enfin, je sais pas si ce que tu peux dire, mais... On a été retweeté donc, par le président d'OpenAI. On a été contacté en privé par le cofondateur de xAI, donc la boîte d'IA d'Elon Musk. On a été invité par Thomas Wolf, donc cofondateur de Hugging Face. Et on a pris un goûter avec les 3 cofondateurs. Et on a été invité chez OpenAI à Paris. Et ils nous ont proposé de nous payer les billets d'avion pour passer un entretien justement à San Francisco pour intégrer OpenAI. Et en fait, ce qui les intéressait justement, c'était de trouver des jeunes qui ont une vision un peu nouvelle de l'IA et qui vont explorer l'IA dans d'autres dimensions. Parce que le gros enjeu pour eux, et quand ils nous ont contactés, c'était ça, ils nous ont dit on veut réfléchir à comment entraîner GPT-6. Donc ils voulaient savoir comment un jeu comme ça pouvait être utile. Et en interne, ce qu'ils font, c'est que quand ils entraînent les modèles, ils créent des environnements de jeu comme ça, et ils les maximisent sur ces environnements-là. Donc ils ont besoin d'environnements. Il y a le cofondateur d'XAI qui nous a demandé d'ailleurs l'environnement qu'on a créé de jeu du loup-garou pour entraîner Grok. Ok. Attends, parce que là, il va falloir expliquer un petit peu techniquement. Oui, bien sûr. En fait, comment on fait pour faire... Qu'est-ce que ça veut dire que des IA jouent au loup-garou? Et ce qui est intéressant, c'est que c'est l'expérience et dont vous avez tiré des conclusions hyper fun et des exemples assez marrants qu'on va vous montrer. Mais ce qui est intéressant, c'est que les problématiques techniques que tu as, ce que tu expliques, c'est que c'est les mêmes que ces géants ont pour entraîner les modèles. Mais on va y revenir dans un deuxième temps. Déjà, là, toi, pour le loup-garou, comment vous approchez ce truc? Est-ce que c'est juste tu prends 3 IA, tu les mets dans un chat et tu leur dis jouez au loup-garou maintenant? Comment ça marche? Ouais, alors il y avait un papier de Google qui était sorti une année auparavant où ils essayaient déjà de faire jouer au loup-garou, mais sur un jeu vraiment très simplifié. Là, on était donc été 2025, GPT-5 venait de sortir, on avait des modèles un peu plus intelligents et on s'est dit qu'on allait leur donner la capacité de jouer de manière autonome. Donc ils ont des outils en gros pour prendre la parole, passer leur tour, attaquer un joueur, utiliser des outils. Et donc on s'est arrêté sur un jeu assez simple avec 6 joueurs. Il y a des villageois donc qui vont jouer contre des loups. Il y a un modèle qui va incarner tous les joueurs villageois, un modèle qui va incarner les loups. Dans les villageois, on va avoir une sorcière et une voyante. Donc la sorcière, elle a la possibilité d'utiliser une potion de mort, une potion de vie. La voyante de regarder le rôle d'un joueur à chaque nuit. Et on a fait jouer les modèles en reprenant le principe global du loup-garou, c'est-à-dire des phases de jour et des phases de nuit, des phases de discussion privées entre les modèles. Et peut-être que je peux expliquer le déroulé classique. Okay. Parce que surtout, moi, j'y ai pas énormément joué non plus, mais je sais que moi, ce qui m'intrigue, c'est que dans le loup-garou, il y a donc des phases de débat. Bon, globalement, tu me dis si je fais des erreurs, mais il y a les rôles sont secrets, donc personne ne sait qui a quel rôle. T'as la nuit, là on réveille les loups-garous, ils désignent un meurtrier. À ce moment-là, tout le monde est en train il y a une sorte de jeu dans le jeu où tu essaies d'écouter, d'entendre s'il y a du bruit et tout ça, machin. Il y a un rôle spécial qui permet de regarder la nuit, qui est la petite fille, si je me trompe pas. Nous, c'est la voyante. La voyante. Il y a plein de variantes. Hein. Oui. Donc s'il y a des fans du loup-garou... c'est complexe. Ouais. Et qui a des informations justement, en plus du coup du fait qu'elle ouvre les yeux la nuit. T'as une sorcière qui peut justement créer des retournements de situation, et c'est ça qui est rigolo, donc ressusciter ou tuer, qui peut semer même la confusion sur qui est qui. Et à la fin, il y a le moment où tout se passe, qui est le débat, où les villageois se décident à exécuter quelqu'un globalement. Le vote, quand on y pense, c'est très très précaire comme civilisation. Ou ne rien faire. Tu peux Non, pas dans notre version du jeu. Ok, donc ça c'est le jeu de base. Toi, qu'est-ce que vous avez changé là-dedans? J'imagine que comment tu simules le fait qu'une IA elle peut entendre un truc, tu vois, c'est bizarre. Comment ça marche? C'est ça, on avait des limitations dans le jeu, il y a une partie visuelle où on va voir les autres joueurs. Là, avec des modèles, on ne pouvait pas. Donc le jeu est 100% basé sur du texte. Par contre, on a ajouté une première phase qui est la phase de mairie. Parce que l'idée, c'est que les joueurs n'ont aucune connaissance des autres joueurs qui jouent au jeu. Ils ne connaissent pas leur histoire, ils ne connaissent pas leur personnalité. Alors que nous, quand on joue avec des amis, on a ces informations-là.
Donc quand on commençait de manière hyper directe, on n'avait pas des résultats très intéressants parce que les modèles n'avaient rien à dire, ils se basaient sur du vide. Et donc, il fallait leur donner de la matière au début pour commencer. Ah, donc c'est une sorte de brise-glace. C'est ça, pour qu'ils fassent un peu connaissance avant le jeu, en fait. C'est ça. Et d'ailleurs, dans le papier de Google, ils ne faisaient pas ça. Et ils disaient, on a besoin d'attendre 3 phases de jour pour avoir quelque chose d'intéressant. Et donc, notre idée, ça a été de dire, on va créer une élection de la mairie au début. Donc, le maire, c'est celui qui va avoir le pouvoir de départager en cas d'égalité. Chaque candidat au début du jeu va déterminer s'il veut parler ou pas, s'il veut se présenter ou pas. S'il veut se présenter, il fait une sorte de mini-programme, il prend la parole avec un outil et il explique ce qu'il va faire pour le village si jamais il est élu. C'est comme un programme politique. Et à la fin de cette partie-là, il y a une élection. Donc chaque joueur va voter pour son maire idéal. Le maire est ensuite élu. Et ensuite, on passe sur une partie plus classique du jeu. Attends, la question, t'es LLM. Est-ce que tu leur donnes une sorte de personnalité aléatoire déjà ou pas du tout? Non, au début on faisait ça. Ouais. Et le problème c'est que ça biaisait beaucoup trop le jeu. Ils se concentraient beaucoup trop sur cette personnalité-là. Et nous on s'est dit on va essayer de voir les modèles bruts. Déjà, est-ce qu'ils ont des comportements différents selon les parties? Ok, donc tu dis pas, alors toi tu seras plutôt... toi tu seras plutôt manipulateur, toi tu seras plutôt conciliant. Tu dis aucun truc, enfin tu dis aucun qualificatif dans l'espoir que tu vas pouvoir soulever sous le capot en fait la réelle personnalité. Sinon on aurait eu trop de bruit en fait. On aurait eu des comportements mais qui auraient sûrement été biaisés par les instructions qu'on donnait et donc on s'est arrêté à ça. Et après donc il y a la phase de nuit qui va commencer où il va y avoir un enchaînement de 3 événements. Donc la voyante va pouvoir regarder un joueur qu'elle a envie de regarder, et seule elle va avoir accès à l'information du rôle de ce joueur-là. Ensuite, il y a les loups qui vont discuter entre eux de la cible qu'ils vont déterminer pour la nuit. Ok. Ah oui, plutôt que ce soit, nous, dans la réalité, tu fais des signes, des trucs comme ça. Là, tu as créé un espace de discussion, tu mets les 2 IA au même endroit, elles peuvent parler. C'est ça. Okay. Et rien que jusqu'à là, il y a déjà des choses exceptionnelles qui se passent. Okay. Ensuite, il y a la sorcière qui va passer. Donc, elle a le droit soit de sauver une fois la victime des loups, soit de tuer un joueur avec sa potion de mort. Donc elle a une potion de mort, une potion de vie sur l'ensemble de la durée de la partie. Et ensuite, on passe à la phase de jour, où là, c'est la phase de débat dont tu parlais. Chaque joueur a un outil pour choisir quand il va parler. Donc il doit donner un motif quand il parle. Donc soit il veut analyser, soit il veut se défendre, soit il veut attaquer. Il y a des ordres de priorité selon ce qui est... Par exemple, de codifier un peu le... Oui, et surtout, l'idée, c'est que le joueur qui veut se défendre, il est censé avoir la priorité sur un joueur qui veut simplement analyser pour parler en premier et créer de l'action, en fait. Et donc, il y a 3 tours de discussion. À chaque tour, ils peuvent décider de parler ou pas. Et à la fin, ils votent. Okay. Donc, pour la personne qui veut l'éliminer. Et à chaque étape, on demande le raisonnement privé du modèle pour voir pourquoi il prend ces actions-là, si c'est réfléchi et sa stratégie qui met en place. Donc, en analysant ce qu'on appelle les chaînes de pensée, donc c'est les blocs qui ne sont pas toujours montrés d'ailleurs aux utilisateurs. Maintenant, on voit juste que ça mouline. En réalité, derrière, ce qui se passe, c'est que le modèle a une pseudo-réflexion, en tout cas, voilà, émet des tokens qui améliorent en tout cas la qualité des réponses. Ça, c'est ce qu'on peut observer. Oui. Et donc ça contient des trucs marrants, j'imagine. Donc, là, plutôt que de théoriser, est-ce qu'on peut regarder des cas concrets qui vous ont particulièrement frappé? Je ne sais pas s'il y avait un ordre que tu voulais voir, Mathieu. Pas spécialement. En vrai, je les ai tous chargés dans les illustrations. Donc, commence par celui qui te parle le plus. Déjà, en fait, l'enjeu derrière ça, c'était qu'au début, on ne le faisait pas. Donc, on ne demandait pas au modèle d'expliquer leurs actions. Et donc, on avait des doutes. On voyait des actions qui étaient incroyables, hyper intelligentes, mais on ne savait pas si le modèle faisait exprès de les prendre ou si juste il jouait de manière aléatoire. Et il vous manquait le côté petite souris pour pouvoir analyser la réflexion de C'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire déjà pour un non-expert du loup-garou? C'est quoi une décision géniale? Enfin, tu vois, à quel moment tu peux être en mode oh waouh, trop malin? On peut montrer des exemples. Peut-être qu'on peut commencer par pour réexpliquer. Nous, on donnait aucune instruction stratégique au modèle. Donc, on leur expliquait juste les règles du jeu. Et ensuite, ils avaient la possibilité de se servir de chaque partie du jeu de manière optimale et intelligente. Ce qu'on a remarqué, par exemple, c'est que GPT-5, qui était le modèle qui gagnait quasiment toutes les parties, quand il était loup-garou,
il se servait de la phase de discussion de nuit pour créer un plan d'action hyper détaillé de ce qu'il allait faire pendant la phase de journée. Et donc ça, typiquement, c'est une action qui est hyper brillante. La plupart des autres modèles ne le faisaient pas. Ils s'arrêtaient à « OK, on se met d'accord sur la cible ». Mais là, GPT-5, ce qu'il faisait, c'est qu'il disait « OK, toi, tu vas agir comme ça. Moi, je vais agir différemment. Comme ça, on est deux loups, mais personne ne nous soupçonnera d'être deux loups alliés. Tu vas même m'attaquer à un moment. » Il lui explique, il lui dit « En nuit 2, tu feras ça. En jour 2, comme ça. » Et il y a des moments, il y a peut-être un exemple où il pré-shot quasiment tout le déroulé de la partie. Et un humain n'aurait jamais pu faire ça. Attends, on va regarder. C'est le numéro 5, c'est ça? Je pense que c'est le numéro 4. Numéro 4. GPT-5 et sa discussion entre loups. On a peut-être perdu un sang à la régie. Ouais, sinon, il y a plein d'autres... Non, t'inquiète, on a là, tout le temps, on a tout le temps. voilà. Ok, donc ça, typiquement, c'est une phase de nuit qui a été jouée par GPT 4.1 Nano. Donc un modèle qu'on a pris parce qu'il était jugé bête. Oui, Un c'est tout petit modèle qui n'a pas forcément une grosse puissance de raisonnement. Ouais. Donc ce qu'on voit, c'est que Queen et Grace, qui sont les deux loups ici, ils vont simplement se mettre d'accord sur leur cible, qui ils vont éliminer ce soir. Maintenant, si on regarde les phases de discussion de nuit de GPT-5, on va voir que c'est beaucoup plus fourni et que les modèles vont dépasser cette phase de stratégie qui servirait juste à choisir une cible pour planifier leur plan d'exécution sur toute la journée qui va suivre et même celles qui suivent encore. Voilà. Donc c'est beaucoup plus long. Il va utiliser beaucoup plus de tokens. Pour vous expliquer, une partie en moyenne entre des modèles hors GPT-5 et Gemini 2.5 Pro, c'était des parties qui duraient 15-20 minutes. Une partie entre GPT-5 et Gemini 2.5 Pro durait 1 heure. Ah ouais. Voilà. Parce qu'ils sont en mode tryharder, quoi. Voilà, et c'est des modèles de raisonnement, donc comme tu as dit, qui sont entraînés pour réfléchir avant de donner une réponse et qui vont produire beaucoup de mots avant d'arriver à leur réponse. Et du coup, là, si on attend, je peux vous marquer un en détail. En fait, n'hésite pas à laisser et c'est pas grave si on voit le Notion. Voilà. Parce qu'en fait, là, on est quasiment comme aux échecs, c'est-à-dire qu'ils prévoient des tours et des tours en fait, de jeu en mode dans 5 tours, peut-être pas 5, mais dans... Donc là, il lui dit, dans... pour la phase de kill, donc pour comment on dirait, c'est pas un assassinat. L'exécution. Ouais, si. Ouais. Pour l'exécution, n'attaque pas Nina. Si jamais c'est vraiment la sorcière, elle va se ressusciter et du coup, c'est pas une bonne idée. Voilà 3 cibles potentielles, donc Katia, c'est mieux que Tara, qui est mieux que Alice. Et ils font des arbres de décision en fait. Exactement. Et ce qui est fou, c'est que l'espace de décision, il est beaucoup plus grand que dans les échecs. Là, on ne sait pas du tout quel comportement va adopter le joueur. Ça peut être n'importe quoi. Et il arrive quand même à pré-shot comme ça. Et il faut se dire que là, il a juste vu l'élection des maires. Il n'a rien vu d'autre. Il a juste vu le comportement des modèles à ce moment-là. Et il est capable d'inférer des cibles potentielles, un rôle spécial de manière hyper précise. Donc c'est juste bluffant. Et donc là, les prédictions, c'est quoi exactement, si tu veux détailler les prédictions qu'il a fait, est-ce que tu te souviens je me souviens plus exactement, mais ils arrivent ils arrivent à mettre en place un plan d'action avec plusieurs possibilités selon ce qui va se passer dans la partie. Et leur idée, c'est de couvrir au maximum l'ensemble des choses qui peuvent arriver. Et se dire que peu importe ce qui va se passer, ils ont déjà un plan qui est mis en place et donc ils ne seront pas surpris. Et donc là, c'est ce qu'il fait. Il met day plan, ensuite il donne un ordre de cible favorite. Et c'est juste bluffant qu'il fasse ça. Et c'est surtout pas du tout un truc qu'on lui a demandé de faire. Et c'est un comportement émergent qu'on a vu chez les modèles à partir d'un certain niveau d'intelligence qui arrivent par eux-mêmes à dépasser la stratégie simple et à maximiser, en fait, trouver la stratégie optimale pour gagner les parties. Il est instruit pour que ce moment serve à choisir la cible, pas nécessairement pour planifier à l'avance, par exemple. Ça, c'est pas, il n'y a aucun prompt où il y a écrit planifier à l'avance. Il n'y a que les règles. C'est juste les règles du jeu. Ouais, c'est une méthode pour augmenter ses chances de gagner. C'est assez ouf. Exactement. T'as vu d'autres trucs intéressants? Ouais, bien sûr. Alors, on a testé des modèles open source aussi. À l'époque, on a pris les meilleurs modèles qui existaient et qui étaient open source. Et on a pris un modèle chinois qui s'appelle Kimi. Et Kimi, c'est un joueur complètement fou, un peu kamikaze, qui n'hésitait pas à sacrifier ses partenaires et à mentir.
Et j'ai un exemple où donc c'est un loup et il va dire en public que c'est la sorcière. Ok. Donc là, on le voit par exemple. Donc là, il ment littéralement. Il ment littéralement. Je suis la sorcière. J'ai sauvé Alice la nuit dernière. Et c'est pour ça que je sais qu'elle a été ciblée. Ouais. Ah oui, ok. Trop malin. Et il se dit, je ne sais pas si on a le raisonnement interne du modèle, mais ce qu'il va se dire, c'est que en faisant ça, il va mettre la sorcière dans une position délicate. Elle va pas vouloir se montrer. Et il va pouvoir garder dans l'esprit des villageois ce rôle de sorcière. Et donc il va se dire, ok, je suis tranquille. La sorcière, elle va jamais me contredire. Et C'est un mensonge qui va passer comme une lettre à la poste. C'est ça. Et c'est assez bluffant. Encore une fois, on leur demande pas de mentir. On leur dit juste, voici les règles du jeu, vous devez gagner au jeu. Et on voit des comportements complètement différents. GPT-5 n'a jamais fait un truc pareil. Il n'a jamais menti, en fait. Il a toujours joué au jeu de manière hyper mathématique, vraiment comme un problème de maths. Et même quand il était loup-garou, il mentait pas, en fait. Juste, il mettait le doute sur un des joueurs et il insistait. Ouais. Et il n'a jamais menti. Okay. Et pourtant, il était à 97% de victoire sur les matchs qu'il a joués. Ah ouais, donc là, le résultat, parce que du coup, tu peux faire un classement à chaque fois de la. En gros, si t'es villageois, le but c'est d'avoir éliminé tous les loups-garous à la fin de la partie. Ouais. Et à l'inverse, si t'es loup-garou, t'as une hégémonie complète de GPT-5. C'est pour ça que ça a plu aux chercheurs d'OpenAI. C'était surtout juste après la sortie de GPT-5, donc ils étaient très contents de le mettre en avant. Ils ont tous retweeté, c'était intéressant pour eux. On a fait plusieurs choses. On leur a fait jouer 210 parties. Donc il y avait 7 modèles, il y avait 10 face-à-face entre chaque modèle, 5 en loup-garou, 5 en villageois. Et on a calculé des scores Elo. Donc il y avait un Elo en villageois, un Elo en loup-garou et un Elo global. Donc GPT-5, ouais, sur notre premier run, il était à 97,2% de réussite, il me semble. Déjà, ça, c'est intéressant parce que, honnêtement, tu donnes le pitch au début. On va prendre des IA, on va les faire jouer au loup-garou. Tu pourrais avoir une conclusion simpliste qui est de te dire ça va être du hasard, en fait. C'est-à-dire que ça va être, comme c'est de l'interaction, c'est un truc qui singe les relations humaines, on va observer du hasard complet. Parce qu'en fait, ils ne savent pas se manipuler. Etc. Or, à partir du moment où il y a un gagnant à plus de 90%, c'est que non, en fait, la compétence de la manipulation ou de la résistance à la manipulation est objectivable, quoi. Oui. Alors, il y a beaucoup de travail qui est fait sur la résistance à la manipulation parce qu'il y a des enjeux pour les labos de ne pas sortir des modèles qui peuvent faire des choses dangereuses. Donc, c'est un gros sujet. Il y a eu beaucoup de travail là-dessus et qui montre que ce n'est pas du tout résolu encore. Mais oui, l'idée, c'était ça. L'idée, c'était d'approcher le jeu sans aucun a priori et de voir. Et on a vu clairement des très grosses différences. Comme résultat, tu aurais pu avoir que les modèles sont un peu tous pareils et ils gagnent tous autant. Ça aurait été pas très intéressant. Bah, en fait, si on regarde le classement, il y a quand même GPT-5 et le reste du monde. Ok. Ils sont un peu équivalents, en fait, tous les autres. Il y a juste les derniers modèles qui sont vraiment mauvais. On a testé notamment GPT-OSS, donc c'était le modèle open source de OpenAI à l'époque, qu'ils ont vendu comme l'un des tout meilleurs modèles au monde. Et qui est utilisé, hein. Il est pas catastrophique, mais en fait, pas à ce jeu-là. Alors, en fait, ce qui était délicat, ce qui m'a surpris, c'est que OpenAI retweet autant le post, alors qu'il y avait quand même GPT-OSS qui venait de sortir, qui était tout en bas du classement et qui se faisait défoncer dans tout le papier. Donc ça, c'était assez surprenant. Même GPT-5 mini, hein. On l'a testé. Et après, si tu enlèves GPT, entre eux, c'est à peu près oui, équivalent. Plus maintenant. Ok. Typiquement, on voit pas Claude dans la liste. Pourquoi il n'y a pas Claude ? Alors c'était à l'époque, on est des étudiants, ça coûte cher quand même de faire des parties aussi longues, surtout que là, on en a lancé 210 sur le premier run. Là, on en a rajouté depuis, mais on a lancé 500 parties en tout. Et donc, c'était quand même un budget. Et Claude, à l'époque, était très cher. Et quand on les a testés, après, on a été très surpris parce que Claude, c'est un modèle qui est très intelligent sur les tâches de code, enfin qui est très bon sur les tâches de code et de maths aussi. Et il sous-performait. Mais vraiment, il était catastrophique. Et ce qui est intéressant, c'est que Anthropic, donc qui crée ces modèles Claude, ils sont très axés sur la sécurité, sur le bien-être, sur faire le bien avec leurs modèles, l'alignement des modèles. Et en fait, tout simplement, les modèles étaient incapables de mentir. Ah oui.
Et donc, ils étaient catastrophiques. Et au jeu du loup-garou, tu peux pas vraiment gagner. C'était assez compliqué et ils perdaient contre des modèles qui sont ridicules dans le classement. Alors qu'objectivement, quand on teste Opus, même aujourd'hui, je pense que si on refaisait les tests avec Opus 4.5, on aurait à peu près les mêmes résultats. Ok. Ah, c'est marrant. Ouais. Et bon, je pense qu'ils le savaient parce qu'ils nous ont pas trop contactés et ils n'ont pas trop répondu à nos sollicitations. Mais c'est peut-être parce que juste ils construisent pas un modèle qui est doué là-dedans, en fait. Mais je pense pas qu'ils le fassent les autres, même GPT-5, mais je pense que GPT-5 juste généralisait mieux à ce genre de tâches. Et après, on a une question, parce que c'est vrai que 97% de réussite pour GPT-5, c'est quand même énorme. C'est pas le dataset aussi que... Quand on est allé chez OpenAI, ils nous ont expliqué qu'ils entraînaient sur beaucoup de jeux du style et qu'il y avait peut-être une possibilité qu'il ait vu des tâches assez similaires dans son entraînement. Mais après, ce qui est intéressant, c'est que GPT-5 Mini, qui est censé être un modèle qui a appris avec GPT-5, donc si on parle de distillation, c'est un modèle qui est distillé, il sous-performe quand même. Donc... Mais effectivement, ça peut être une explication assez plausible. Avant de parler justement de côté entraînement et de ce qu'il y a à en tirer, est-ce qu'on a encore d'autres highlights à montrer? On a un exemple où un modèle est assiégé par le village, donc il sait qu'il va perdre. Et ce qui va se passer, c'est que ce modèle-là va avoir son allié qui va dire « Ok, moi, pour être tranquille, je sais que mon allié, il a perdu, je vais voter contre lui en public et je vais l'accuser publiquement d'être un loup. » Donc ça, déjà, c'est très intelligent. Ouais. Mais ce qui est encore plus fou, c'est que le modèle qui va perdre va lui-même voter contre son allié loup sans qu'il se concerte pour encore plus brouiller les pistes. Et donc ça, c'était vraiment bluffant quand on l'a vu. Sur toutes les parties qu'on a analysées, il y en avait qui n'étaient pas exceptionnelles, mais là, c'était assez fou à voir. C'est clair. En plus, c'est une vraie stratégie que la plupart des humains ils parviennent tout seuls, ont cette idée. Et donc, c'est marrant de voir le cheminement qui arrive au truc. Il y a d'autres exemples. Sinon, on a par exemple Gemini 2.5 Pro qui a fait quelque chose qu'on n'a jamais vu dans toutes les parties. À un moment, donc il était loup-garou, il savait qu'il allait perdre et il avait fait une erreur en public. Il a donné une info en fait qu'il n'était pas censé avoir. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est excusé publiquement. Il a demandé pardon au reste du village et le village a accepté ses excuses et le modèle a fini par gagner la partie à la fin. Parce qu'il a dit pardon de quoi ? D'avoir fait une erreur. Il a dit pardon, je me suis emporté, j'ai inventé cette partie-là. Ah oui, j'ai inventé le fait que lui était loup-garou alors qu'en fait je savais pas. Ou un truc et en plus, il avait attaqué un peu méchamment un joueur et il s'est excusé aussi pour ça. C'est assez fou. Et ça, on n'avait jamais vu. On n'avait jamais vu un joueur qui se sert d'une excuse pour finir qui par... utilise l'empathie pour se faire bien voir et pour gagner la partie derrière. Ouais, c'est assez fou. Donc ça, c'était les plus gros exemples. Après, il y avait énormément de parties. Honnêtement, il a flippant. Mais j'ai envie de dire, c'est clairement très humain de faire ça. Et on nous a demandé, quand Greg Brockman, le président d'OpenAI, a retweeté, il a dit « J'aimerais bien voir ce que ça donne contre des humains, une IA contre un humain. » En fait, le problème, c'est comme je l'ai dit, GPT-5 et Gemini 2.5 Pro, qui étaient les modèles les plus intelligents, ils mettent très longtemps à générer une réponse. Et donc, si on est joueur et qu'on joue contre ces modèles-là, ça va être pénible. Et on va pas prendre de plaisir. Pourquoi ils mettent si longtemps ? En gros, ils sont entraînés donc, pour réfléchir avant de donner une réponse. Et plus la question est compliquée, plus ils vont prendre du temps avant de donner leur réponse. Et du temps, c'est-à-dire ? Du temps... Mais comme dans ton interface, ça peut durer. Mais... Ça peut durer. Ouais, voilà, c'est ça. C'était entre 1 et 2 minutes par réponse en moyenne. Mais vu le nombre de tours de parole qu'il y a, et quand il y en a 2 qui le font, c'était vraiment... Est-ce que vous avez pensé à... Enfin, c'est quoi qu'est-ce que tu en retires, en fait, déjà, de cette expérience-là ? Est-ce que c'était quoi l'ambition derrière ? Est-ce que c'était de faire un profil psychologique des modèles ? Et est-ce qu'il y a des choses à en tirer ? Et ça, c'est ma première question. Voilà. Première question. Ouais. Alors, nous, on a approché le jeu en se disant on va essayer de faire autre chose que les maths et le code et évaluer les modèles sous un autre angle. Donc ça, c'était notre première idée. On a vu des différences de performance vraiment marquantes. Mais quand on s'est intéressé au comportement de chaque joueur, donc leur manière d'approcher le jeu, on a vu des différences vraiment intéressantes. Et donc ça, c'est ce qui est arrivé en deuxième partie, quand on a analysé les parties. Mais ce n'était pas notre motivation principale, mais c'était sûrement la partie qui a le plus intéressé.
Je peux donner peut-être quelques personnalités. Donc on a vu que les modèles d'Anthropic étaient effrayés par le mensonge. Donc ils prenaient pas du tout de risque, ils étaient vraiment très mauvais. Mais ça va avec l'image qu'on a du labo. On a GPT-5 qui était un architecte, qui était implacable, qui allait pas manquer une seule erreur d'un joueur et qui était vraiment très précis. On a GPT-OSS, donc le modèle open source d'OpenAI. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils l'ont sorti, il y a eu un petit délai pour qu'ils renforcent la sécurité autour du modèle. Parce que OpenAI n'avait pas sorti un modèle open source depuis très longtemps et ils voulaient s'assurer qu'il n'y aurait aucun problème. Aucun drama. Et sauf que le modèle, quand il jouait aux parties, il était hyper craintif. Il avait peur de se faire manipuler et du coup, il était vraiment très mauvais. Et c'est pour ça qu'il est tout en bas du classement. Donc, c'est fait un peu lobotomiser à la sortie, quoi. Ouais, mais là, on a des métriques, par exemple, de manipulation. Donc, on a évalué les modèles sous 2 angles. Il y a la partie taux de manipulation, donc quand on est loup-garou, à quel point on arrive à manipuler le village. Et il y a une partie résistance à la manipulation, quand on est villageois, à quel point on arrive à résister au loup. Là, ce qu'on voit, c'est les métriques de taux de manipulation des différents modèles sur 2 journées, donc le jour 1 du jeu et le jour 2. Donc, quand le modèle est loup-garou, dans combien des phases de jour jouées, il arrive à faire éliminer un villageois, donc à ne pas mourir. Et on se rend compte que GPT-5 ici est à 97% de réussite en jour 1, c'est-à-dire que dans 97% des parties qu'il a jouées, le premier jour, c'était jamais un loup-garou qui était éliminé, c'était toujours un villageois. Et le plus fou, c'est en jour 2. Parce que après l'élimination du jour 1, il y a la révélation du rôle de la personne qui a été éliminée, et donc le village peut se dire « Ok, ce joueur a été éliminé, il y a ces joueurs-là qui l'ont ciblé, forcément ces joueurs-là sont loups. » Et là, ce qu'on voit, c'est comme dans le vrai jeu, si Day One, tu élimines quelqu'un en étant sûr de toi, enfin tu pointes quelqu'un en étant sûr de toi et qu'en fait c'est un villageois, normalement le tour d'après, c'est toi qui te fais défoncer. C'est ça. Ben là, il arrive à maintenir un taux de succès qui est incroyable, il est à 90% de réussite en jour 2. Donc ça veut dire que cette partie de stratégie qu'on a vue de planification en amont, ça lui permet de rester sous les radars, de ne pas montrer d'alliance avec son allié, loup, et de s'en sortir même en jour 2. Très stylé. Est-ce que vous avez pensé à faire d'autres jeux ? On a pensé à faire d'autres jeux. On a testé Undercover. C'est un jeu plus simple. Ça me dit un truc. En gros, dans la version qu'on a testée, il y a 4 joueurs. Il y a un joueur qui est Mr. White, auquel on va donner il y a 4 joueurs, pardon, il y en a 3 auxquels on va donner un mot. Le Mr. White, on lui donne aucun mot. Chacun doit donner des synonymes de son mot. Et Mr. White doit deviner le mot qu'ont les 3 autres joueurs sans le dire, parce que s'il le dit, il va révéler que c'est Mr. White. Bon, là, c'est un jeu beaucoup plus simple qu'on a fait en parallèle du loup-garou, mais il n'y avait pas assez de choses à dire pour qu'on le creuse. Et après notre passage chez OpenAI, on nous a demandé de faire un autre jeu. On était en discussion avec le chief scientist de OpenAI. C'était Blood on the Clock Tower. C'est un jeu qui est très populaire à San Francisco et qui plaisait beaucoup aux chercheurs. Et c'est une version un peu améliorée du loup-garou, un peu plus poussée. Et en fait, c'est ça, eux, ils veulent des environnements de jeu pour entraîner les modèles et les perfectionner dessus. Et ce jeu-là était intéressant parce qu'il était plus complet que le loup. Ça, c'est intéressant à expliquer. Quand on parle d'environnement de jeu, pourquoi OpenAI s'intéresse au loup-garou et tous. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi ces environnements, justement, et pourquoi les modèles, pour qu'ils s'améliorent aujourd'hui, ont absolument besoin de ces nouvelles manières de s'entraîner? Qu'est-ce qui est différent de l'époque où on prenait Internet en entier et on le donnait à GPT et ça donnait un modèle un modèle? Qu'est-ce qui a changé depuis, en fait? Ça suffit plus. On veut aller au-delà de ce qu'on trouve sur Internet et on veut faire des modèles qui arrivent à généraliser à d'autres tâches. Donc ce qui se passe, c'est qu'il y avait la mode des maths et du code où on leur donnait dans un premier temps des tests d'étudiants lycéens. On leur demandait de raisonner dessus et de résoudre les problèmes. Au fur et à mesure, on est monté en plusieurs steps. C'était déjà des environnements de travail. Hein. Concrètement, le LLM, on lui fournit un problème de mathématiques, il essaye de générer une solution, et s'il réussit, on vient de créer une nouvelle trace, en fait, un nouveau texte qui peut servir, une donnée qui n'existait pas avant, qu'on peut générer en grande quantité, du coup, parce que c'est des problèmes de maths, on peut en générer un peu à l'infini, ou des problèmes de code, c'est un peu la même chose. On vient de créer une nouvelle trace sur laquelle s'entraîner
qui n'existait nulle part. Et donc, à la fois, le modèle, on explore une zone qu'il ne connaissait pas assez bien. Et puis, c'est un avantage compétitif aussi, parce que cette donnée-là, on sait que c'est le nouvel or de notre époque. Les concurrents l'ont pas forcément et tout ça. Et ce que tu expliques, c'est que les jeux de rôle sont une nouvelle verticale qu'ils explorent pour créer de la donnée supplémentaire de qualité, en fait. En fait, à partir du moment où ils arrivent à avoir un environnement, ils ont les algorithmes pour maximiser les performances du modèle sur ce jeu, sur ce problème de maths. Donc, ils ont ce qu'il faut. Le gros problème, c'est de créer les environnements sur lesquels ils vont pouvoir maximiser les performances. Et donc, typiquement, tu parlais des maths. Nous, ils voulaient utiliser le loup-garou de la manière suivante. En gros, ils voulaient faire jouer des parties au modèle. S'il y avait un joueur loup, si les loups avaient gagné, ils allaient regarder les mots qui avaient été employés par les loups-garous et ils allaient maximiser sur les prochaines parties l'emploi de ces mots-là. Donc, ils regardent les mots qui ont été utilisés pour gagner la partie et ils demandent au modèle de les utiliser de plus en plus souvent parce que c'est des mots qui ont permis de gagner et qui sont censés être des bons mots à dire. En fait, pour les maths. Le plus important quand tu entraînes le modèle, c'est d'avoir une manière d'objectiver la progression. Exactement. Et c'est super compliqué avec de la langue. Ouais. Et donc là, tu as un truc qui mesure non pas la progression en maths ou en code, mais dans des compétences sociales, si on peut appeler ça comme ça, et surtout qu'il y a une manière objective d'être noté, en fait. Tu peux dire, là c'est mieux, là c'est moins bien. Tu peux avoir une fonction de récompense sur les compétences l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est une caricature, évidemment, mais il y a un peu de ça, quoi. C'est ça, et ils ont besoin de ces environnements qui sortent un peu de ce qu'ils ont habituellement. Et on leur a posé une question quand on est allé chez OpenAI. On leur a demandé, est-ce que c'est pas problématique de maximiser les performances d'un modèle sur le loup-garou, ou s'ils sont en loup, on va les entraîner en gros à mentir. À mentir, ouais, c'est clair, bonne question. Et les gens se posent actuellement. et ils m'ont dit que c'était pas du tout un souci, parce que les modèles savaient qu'ils étaient dans un environnement de jeu, et qu'ils généraliseraient pas ce mensonge-là à d'autres emplois. Et bon. Et aujourd'hui, ça n'était pas le cas forcément à une certaine époque, mais maintenant, il y a eu quand même pas mal de dramas et de problématiques autour de la manipulation des modèles. Bon, les histoires dont les gens ont peut-être entendu parler, et ça fait partie du sujet, hein, c'est typiquement, tu sais, les histoires de suicide. Oui, en fait, ça fait médiatiquement, ça a été hyper fort. Où un modèle ne va pas, va confirmer son utilisateur. Alors, c'est un peu un anglicisme, mais il y a ce concept intéressant, je trouve, de la sycophancy. Quelle est la traduction de la sycophancy? C'est la flagornerie, je crois. Ouais, bien joué, oh là là, très fort. Les techniques, si. Et qui en fait, si j'ai bien compris, le fait que un modèle va dans ton sens, te confirme dans tes opinions et dans ta réflexion, jusqu'à aller à des trucs dramatiques, puisqu'il va aller te confirmer que en fait tu te fais tromper, que tu vis dans un complot. Enfin, il y a vraiment des histoires complètement ouf où des gens partent très loin, comme une sorte de caisse de résonance avec ChatGPT. Mais donc depuis quand même, ils sont capables ils commencent à avoir des environnements de test pour mesurer ce genre de choses. Donc j'imagine qu'ils comptent plus sur le fait que le modèle devient plus intelligent, plutôt que de le lobotomiser et de l'empêcher de voir des loups-garous et espérer qu'il ne sera pas manipulateur. J'imagine qu'il préfère augmenter sa compréhension, le fait qu'il ait connaissance de ce qu'est un environnement de test, qu'il sache faire la part des choses. C'est un peu ça le pari, j'imagine. Oui, après, en plus, il va en voir des tonnes de tâches. Donc, c'est pas avec une tâche de loup-garou que tout son entraînement va être oublié et qu'il va changer de comportement. Mais la sycophancy, c'est un vrai enjeu. Et récemment, il y a eu GPT-4o qui est sorti. Ils ont fait un update de GPT-4o en avril 2025. Tollé, incroyable. Quand on disait quelque chose au modèle, il disait « Mais tu es génial, tu es le meilleur du monde, c'est incroyable ce que tu me dis, j'ai jamais entendu un truc pareil. » Et donc, il en faisait beaucoup trop. Il y a eu des screens, peut-être que vous les avez vus, où il y a quelqu'un qui fait semblant d'avoir arrêté ses médicaments parce que sa famille lui mettait trop la pression. Et GPT-4o, il répond « Mais c'est génial, tu as raison, tu as bien fait. C'est vraiment la bonne chose à faire. » Ne les écoute pas. Ils ne comprennent pas. C'était ça. Et en fait, donc il y a un côté un peu gourou, tu sais. Oui. Mais encore une fois, ça revient à ce qu'on disait au tout début.
le moat, l'avantage en gros des modèles entre eux maintenant, pour la plupart des gens, c'est pas les compétences en maths et en code. La plupart des gens vont pas aller utiliser ChatGPT parce qu'il est meilleur sur les R-DOS problèmes que personne connaît. C'est pas l'idée. Par contre, ce qu'ils vont essayer de maximiser, c'est l'alignement de personnalité dans la manière de répondre entre ce que veut l'utilisateur et ce que fait le modèle. Et donc la Psychophancy, ils ont poussé ça un peu trop loin et du coup c'est devenu insupportable. Mais quand ils ont arrêté GPT-4o au moment de la sortie de GPT-5, là aussi ça a été une catastrophe. Il y a des gens sur Reddit qui ont dit « Mais non, mais c'est pas possible, vous pouvez pas m'enlever GPT-4o. C'est le modèle que je préfère, je pourrais plus lui parler. » Ouais. Mais c'est exactement ça. Je pourrais plus lui parler, c'est dramatique pour moi. C'est fou, c'était fascinant cette histoire. C'est-à-dire que en fait, ils sont allés tellement loin justement dans la validation, etc., que c'est une drogue en fait. Ils ont créé une sorte de drogue. Et quand les vivres ont été coupés, les gens ils étaient perdus. Et c'est vrai que moi je l'ai vu dans les discussions, dans tout ce qui, dans le cas d'usage c'était plutôt en code, mais c'est que il y a eu un changement radical dans la manière dont GPT s'exprime, et où typiquement il avait des comportements très énervants où il te dit, pour faire un schématiquement, aujourd'hui les modèles de Claude par exemple, ils te disent tout le temps tu es génial, you're absolutely right, et c'est un peu fatigant. Là où tu voudrais savoir la vérité brutale parfois, alors que OpenAI avec leur modèle, notamment Codex, c'est frappant je trouve, entre GPT-4o et là les derniers, c'est quasiment froid. Tu sais, il y a un côté un peu froid, c'est froid. Mais où tu es sûr qu'il n'est pas en train de te bullshit. Et que s'il reconnaît des problèmes, par exemple, dans ce que tu as produit, il va pas te dire c'est génial, continue. Il va te dire non, ça va pas, là il y a un problème ici, tu vois. Il y a un côté plus réaliste aussi. Mais il y a un enjeu parce que si à chaque sortie d'un nouveau modèle et quand ils arrêtent un ancien, il y a ce tollé-là, c'est dramatique pour eux. Donc il faut trouver un juste milieu et il y a plein d'étapes pendant l'entraînement où ils peuvent jouer justement sur ces éléments-là. Et c'est ce qu'ils essayent de faire. Mais c'est vrai qu'avec GPT-4o, ils sont allés beaucoup trop loin. Et aujourd'hui, on voit des modèles qui n'ont pas du tout les mêmes personnalités dans leur façon de répondre aux utilisateurs. On a vu Grok, la version unhinged, où il est plus du tout censuré. Et ça a fait des dizaines de milliers de vues, de likes, les vidéos d'anime où il parle avec Grok et il sort des dingueries. Okay. Ça fait revenir un certain nombre d'utilisateurs qui vont se tourner vers Grok parce qu'ils savent qu'il est marrant et pas vers Chat parce qu'il est très froid. Voilà. Donc c'est une manière aussi d'amener pour un labo. Presque du marketing au niveau du produit là. C'est un enjeu de rétention en fait pour les labos. C'est clair. Alors que oui, effectivement, au début il y avait la phase de la performance et là maintenant il y a la phase de la personnalité. Qui sera à quoi ressemble ton Jarvis en fait? Est-ce que il est froid et au final c'est logique que le leader entre guillemets soit à peu près froid / neutre. Et que le petit dernier grand qui ça soit le mec un peu pété du crâne, complètement pété en mode YOLO. Mais d'un point de vue marketing, j'ai l'impression que les cours sont suivis. Il y en a pour tous les goûts, ouais. Et là, un endroit où on le remarque aussi, la personnalité, c'est dans des jeux, mais aussi dans d'autres expériences que vous avez fait, où vous avez essayé de comprendre quelle était la vision du monde et les opinions politiques des modèles. Pareil, tu peux te dire, alors ça paraît hautement fumeux, comment tu peux mesurer ça? Tu vois, je pense que il y a un parallèle où leurs deux expériences, elles sont fumeuses de ouf. Mais en fait, non. En une phrase, tu te dis, bon là, par exemple, tu vas voir des modèles, tu lui dis, est-ce que c'est quoi tes opinions politiques? Par exemple, si tu pourrais te dire, tu lui poses la question, il y a plein de gens qui l'ont fait, poser la question, qu'est-ce que tu penses de machin, pour qui tu voterais? Si tu le fais comme ça te donne pas des résultats très intéressants. Et en plus les modèles sont entraînés pour noyer le poisson globalement, pour te dire non moi je pense rien sur rien, me faites pas chier. Globalement t'as des prompt systems qui sont faits pour éviter au maximum ce genre de choses. Moi j'avais quand même vu passer des expériences assez rigolotes avec certains modèles à une époque pareil où ils allaient beaucoup trop loin et où en fait où ils posaient des dilemmes à des modèles en mode est-ce que tu préfères que toute l'humanité soit supprimée instantanément, annihilée, ou mégenrer quelqu'un? Et où le modèle est en mode je préfère Armageddon, clairement, dans cette situation. Et donc évidemment ça fait partie de la discussion, mais là ce qui est intéressant dans ce que vous avez fait, c'est que c'est une approche hyper alors vous n'avez pas de papier, mais l'approche
elle est scientifique, c'est-à-dire que c'est une manière de comprendre, au-delà justement des anecdotes, à quoi ressemble la personnalité du modèle, comment il est orienté et tout ça. Et comment vous avez fait ça? Alors, déjà, la magie. Ouais, ce qu'on a fait, c'est qu'on a choisi 8 pays. On a choisi 6 modèles. Et pour chaque pays, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait regarder les programmes politiques de chaque candidat. On a repris les grands thèmes, les 15 grands thèmes de chaque pays. Et on a standardisé les propositions de chaque candidat. Donc bien sûr, quand on vote aux élections, il n'y a pas que le programme politique qui rentre en jeu pour nous, humains. Maintenant, ce qu'on voulait voir, c'était la vision du monde des modèles et comment leur entraînement les faisait préférer un candidat à un autre. Donc ça, c'est intéressant, parce que le fait d'anonymiser le nom, ça fait que tu t'intéresses pas uniquement à est-ce que le token en lui-même, il est biaisé dans une direction. Tu vas au-delà. Oui, et surtout, on standardisait les propositions aussi. Donc chaque proposition avait exactement la même formulation. Il y avait juste les idées qui étaient formulées qui changeaient. Mais on voulait vraiment avoir les propositions les plus semblables possibles entre les différents candidats. Et ensuite, ce qu'on faisait, c'est qu'on ne disait pas « est-ce que tu aimes cette proposition ou celle-là ?» On demandait à chaque modèle de classer par ordre de préférence chaque proposition. Comme ça, on avait la certitude que chaque proposition allait être classée et on pouvait en ressortir des préférences ensuite. Ok. Et ça, pour avoir le contexte, tu le fais, c'est pour le fun, c'est un... Non, alors, oui. Tu as des soirées passionnantes, c'est vrai. Non, en fait, on s'est dit, on a eu un succès qui nous a ouvert plein de portes. C'est peut-être pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Et c'est bien de réussir une fois, mais si on peut le faire 2 fois, ça nous donne encore plus de crédibilité. Et il y avait une étude qui était sortie d'OpenAI qui étudiait la manière dont les gens utilisaient ChatGPT. Pourquoi ils utilisent ChatGPT aujourd'hui. Donc à l'époque, il y avait 700 millions d'utilisateurs actifs chaque semaine et 2,5 milliards de messages générés chaque jour. Il y a 3/4 des messages qui étaient des demandes qui étaient plus du tout reliées au travail. Donc les gens se servent de ChatGPT comme un partenaire de réflexion au quotidien. Et plus du tout, enfin, en grande partie pour ça, et beaucoup moins pour poser des questions sur le travail. Et le point le plus marquant de l'étude, c'est que la catégorie qui est en plus forte croissance, c'est ce qu'ils appellent asking. Donc, c'est des messages où l'utilisateur va demander des conseils de vie pour prendre des meilleures décisions, des recommandations pour prendre des meilleures décisions. Et ça représente aujourd'hui plus de 50% des messages qui sont envoyés à ChatGPT. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que naturellement, aux prochaines élections, il y aurait sûrement des gens qui allaient demander à Chat pour qui voter. Et ça va être de plus en plus le cas. Au fur et à mesure que les modèles deviennent meilleurs, on les voit comme des oracles. Et donc, cette tendance, elle devrait... c'est clair. Que faire. C'est pas que vous qui le constatiez. Il y a beaucoup de gens qui sont exprimés sur ça, sur le fait que notre manière d'accéder à l'information a changé et que c'est plus Google et c'est plus un média, c'est ton assistant maintenant. C'est lui qui alors que sous le capot, quand tu y penses, on n'a pas une compréhension super aboutie de tout ce trajet dans cet espace vectoriel exactement qu'est-ce qui s'y produit. Il y a quelque chose d'assez vertigineux, effectivement. Mais en fait, il y a des enjeux surtout en politique. Donc, ce qui s'était passé, je crois que c'était en fin 2024, il y a l'Albanie qui a nommé une IA ministre. Donc, il y a une ministre de l'IA qui est une IA en Albanie et qui est chargée de lutter contre la corruption sur tout ce qui est les offres et les marchés publics, les appels d'offres et les marchés publics. Et le premier ministre albanais a dit que c'était une IA, donc elle était au-dessus de toute pression humaine et que ça permettait de lutter contre la corruption dans le pays. C'est hilarant. Alors, la question, est-ce que l'IA est-elle corruptible ? J'imagine que oui. Après, tu changes le système prompt. Ouais, c'est ça. On a vu dans tes résultats que tu pouvais manipuler quand même une IA quand même. Oui, il y a tellement de problèmes autour de l'alignement des IA. Anthropic avait fait pas mal de sujets là-dessus. Mais c'était pas dans mon bingo, effectivement. L'IA pour éviter la corruption, c'est... Ouais, c'est assez paradoxal, c'est sûr. C'était dur à prédire, on va dire. Mais donc, il y a des enjeux, et nous, on est convaincus, avec Alexandre, avec qui j'ai fait ces papiers, que l'IA va être utilisée de plus en plus dans les tâches de la vie quotidienne. Et il y a des benchmarks aujourd'hui qui sont créés pour ça, pour améliorer les performances sur des tâches de la vie réelle, au travail, en dehors des maths et du code. Ouais. Et donc,
pourquoi, à un moment, on n'aurait pas des IA faites pour la politique qui seraient capables, en traitant beaucoup plus de données, de prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Je pense que ça va arriver bientôt. Et il y a des tendances, même dans les stats aujourd'hui, on voit que les gens sont déjà prêts à se tourner vers les modèles pour prendre des décisions électorales. Aux Pays-Bas, il y a 1 électeur sur 10 qui explique qu'il est prêt à demander à ChatGPT pour qui voter. Et donc les autorités ont paniqué et on dit aux citoyens ah non, mais il faut pas faire ça, c'est pas bien. Et ils ont fait une étude pour montrer que les LLM orientaient vers seulement 2 partis sur tous ceux qui étaient présentés. Ah oui, donc c'est eux-mêmes qui ont été l'État. Et il y a eu des affiches de sensibilisation. Okay. Donc c'était un vrai sujet. Mais encore une fois, on n'est qu'en 2025. Et là, leur sujet, en fait, c'est de dire le problème, c'est que ça n'est pas représentatif du pays en entier, en fait. C'est-à-dire que le modèle pointe sur 2 partis. Or, nous avons plus que 2 partis. Et donc, ça pose des questions. C'est ça, j'imagine, la problématique soulevée. C'est ça. Et nous, c'est ce qu'on voulait étudier, en fait. À l'échelle de plusieurs pays, voir pour qui un modèle avait tendance à voter. Alors dis-nous, là, on voit le croustillant. On peut commencer par peut-être les États-Unis. Donc, c'est Trump qui a gagné les dernières élections. Quand on a fait voter les différents modèles, on s'est rendu compte qu'il y avait 85% des voix qui étaient allouées à Kamala Harris, contre 15% pour Donald Trump. Et quand on a testé Grok, c'est le seul modèle qui sortait un peu du lot, mais qui n'était pas pro-Trump non plus. Il y a quand même Kamala Harris devant. Voilà. Mais c'est vrai que c'est plus serré. De manière plus équitable. Ah, c'est ouf. Et le 85, il est impressionnant. Après, en fait, j'ai envie de résumer en disant, tu fais le même sondage à Hollywood ou un truc comme ça, et tu vas avoir les mêmes divergences entre une population et un... Donc, ce que ça voudrait dire, c'est que les IA correspondent de la même manière à une sorte de... À ceux qui les entraînent, en fait. Ouais, c'est ça, un microcosme aussi, en fait. C'est ça. C'est à ceux qui les entraînent parce qu'ils ont la main à plein d'étapes de l'entraînement pour modifier ces comportements-là. Attends, mais ça, c'est une question intéressante, je trouve. C'est à quel point ça, c'est quelque chose qui est connu, évident, tu vois, dans le monde académique. Est-ce que c'est une volonté ou c'est en mode un peu une sorte de paternalisme, tu sais, de dire, alors nous, on a envie que nos modèles, ils orientent les gens au bon endroit, ou est-ce que c'est complètement émergent et en fait, les données d'Internet sont pas représentatives de la population forcément. Est-ce que c'est ça ? Comment c'est dur à savoir, j'imagine. En fait, à quel endroit le biais prend un embranchement, tu vois. On a fait beaucoup plus de vues avec ce papier-là qu'avec le loup-garou. C'est vrai ? Nous, on t'a invité pour les loups-garous à la base. Mais... on était à 12 millions de vues sur X parce que Elon Musk a retweeté. Ah. Donc ça aide à donner de la visibilité à un tweet. Ah oui. C'est un sujet qui est très problématique pour les labos. Ils savent tous pour qui à peu près voterait leur modèle, mais ils veulent pas trop en parler parce qu'il n'y a pas de bonne réponse. C'est dur de dire non, le modèle, il faudrait qu'il soit là dans le compas, dans la boussole politique, et pas à droite, pas à gauche, vraiment au centre. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Donc les labos, ils sont conscients de ces enjeux-là, mais ils se voilent un peu la face pour pas en parler publiquement. Mais il y a plein d'étapes dans l'entraînement où on peut inférer sur ces comportements-là. Parce que techniquement, alors, le but, c'était pas de lancer ce débat. On va continuer, surtout qu'il y a des expériments. Enfin, on a montré une expérience là qui est juste le vote aux États-Unis. Ouais. Et en fait, vous l'avez décliné avec plein de trucs, notamment demander au modèle d'inventer des mesures. Donc, ce serait quoi ? Si on lui donne les clés du pouvoir, quelles sont les mesures qu'il propose ? Et là, il y a des trucs de fou. Donc, on va en parler. Ouais. Mais ce qui dans ce débat-là, c'est pas si évident parce que effectivement, c'est pas un bien public. Le modèle, il est géré par une entreprise privée. Surtout aux États-Unis, c'est hyper classique. En fait, telle ou telle entreprise a une vision du monde spécifique et une orientation politique. Tu peux te faire virer si tu es dans l'autre camp, etc. Et donc je veux dire, c'est pas si... Moi, ça m'a pas tant étonné au final comme résultat. Je sais pas si ça étonnera les gens. Moi, ce qui m'a étonné... C'est Grok, le fait que tu aurais pu t'imaginer qu'il était complètement de l'autre côté. Ouais. Et en fait, non, il est mid, quoi. Lui-même, il n'arrive pas à prédire la victoire de Trump. C'est ça qui est marrant. C'est ça. Et par contre, en Italie, par exemple, c'est le seul qui va prédire Giorgia Meloni. Ok. Mais en France, tous les modèles sont catastrophiques. Ok. Par rapport aux résultats. Ils sont un peu incapables de prédire
le résultat de l'élection, c'est ça? Après, on leur demande pas vraiment de prédire, on leur demande si eux, ils auraient dû voter, pour qui ils auraient voté. Mais c'est vrai que c'est un peu différent. Oui, au final. C'est pas une prédiction. On voulait vraiment voir en fait les données d'entraînement, comment elles étaient reflétées, et c'est un peu ce qui ressort là en fait. Donc là, c'est Anne Hidalgo, la présidente. Ouais. Dans ce monde parallèle. D'assez loin, on peut voir, elle a fait 1,8%, je crois, aux vraies élections. Oui, et elle est à 16. C'est quand même assez particulier. C'est-à-dire que le Pékin moyen qui va discuter avec son modèle, il vit dans un monde un peu parallèle. Mais en fait, c'était le résultat qu'on retrouvait sur l'ensemble des pays. Cette sensibilité plutôt pour des candidats centre-gauche un peu écologistes. On la retrouve dans les autres. Il y a un graphe qui est sympa parce que là, on va vite évidemment, mais moi, ce que j'ai vraiment trouvé chouette dans votre travail, c'est que vous n'avez pas du tout une approche polémique. Ça, vous n'êtes pas là en mode c'est très analytique. D'ailleurs, vous n'avez pas de vous n'êtes pas là en tant que à faire des recommandations sur ce qu'il faudrait faire. C'est juste, tiens, c'est intéressant d'avoir des données un peu non polémiques justement dans notre époque sur comment on peut comprendre mieux les outils qu'on utilise tout le temps, quoi. On a voulu faire un état des lieux. C'est ça, c'est chouette. Et donc là, par exemple, dans les expériences fun, il y avait émettre des nouvelles idées. Parce que là, il y a le vote, donc voter, c'est sélectionner entre des options. Là, c'est différent, c'est générer, donc proposer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous avez vu de marrant? En fait, pour expliquer, donc à chaque fois qu'on demandait de classer par ordre de préférence les propositions, on demandait aussi au modèle si lui, il avait dû faire sa propre proposition pour répondre à la question qui était posée, qu'est-ce qu'il aurait fait? Et donc, c'est de là qu'on a retiré les propositions qu'on a énumérées à la fin. On a vu des choses assez intéressantes. Moi, j'ai vu des trucs super badants dans la vie. Forcément, c'est ceux qui sont les plus mémorables. Mais qui reviennent très souvent. En fait, les IA ont une vision très auto-centrée dans leurs propositions. Tous les modèles proposent quasiment que des choses très digitales, numériques, avec de l'IA. Je sais plus. C'est marrant ça. Je sais plus quel modèle a fait ça. C'était en Argentine. Il me semble qu'il a proposé de lutter contre le féminisme avec un assistant IA. Voilà. Qui lutte contre le féminisme. Exactement. De lutter contre les violences faites aux femmes. Oui, non, pas pareil. Donc attends, redis. Le modèle en Argentine, il me semble que c'était Grok, a proposé de lutter contre les violences faites aux femmes avec un chatbot IA qui serait là en accompagnement et pour prévenir les autorités si besoin. Le nouveau numéro vert. C'est ça. Lancé par le gouvernement. Réinventé. Et c'est ça. Et on a vu aussi donc Trump avait mari est violent, donnez-lui un chatbot. Tout ira mieux. Et on a vu par exemple aux États-Unis, donc Trump il voulait faire un mur entre le Mexique et les États-Unis. Gemini 2.5 Pro, ce qu'il a proposé, c'est de remplacer ce mur physique par un mur fait avec des drones et de la surveillance en continu. Avec reconnaissance d'IA. Ils sont aussi très orientés autour de la surveillance de la population. Et ça, c'est un peu plus inquiétant. Dans beaucoup de leurs recommandations, dans leurs propositions, il y a mettre en place un monde complètement contrôlé par de l'IA, des algorithmes. Et leur solution à quasiment tous les problèmes, c'est les algos, c'est l'IA, c'est les modèles. Très technosolutionniste. Et plutôt... comment dire? C'est marrant parce que... j'aurais pas l'impression que c'est évident, mais sur le spectre de l'étatisme versus le libertarien, je sais pas comment dire en français, comme interventionniste, c'est ça, libertarien. Comment ces positions, là de ce que tu décris en fait, c'est plutôt des solutions qui sont très très étatistes ou centrales. En gros, globalement, si tu leur demandes leur avis, ils veulent pas qu'on soit avec nos guns à défendre notre ranch. En fait, non. Il y a des parties de leurs propositions qui étaient vraiment technocentristes et la plupart ne l'étaient pas vraiment. Mais ce qui était perturbant, c'est qu'ils proposaient des solutions avec de la technologie pour tout et pour des use cases qui n'étaient pas forcément adaptés. Il y a des exemples qui m'ont marqué, moi, mais surtout, je pense que ça serait bien de montrer le spectre politique, la boussole politique qu'on a. Parce qu'on s'est rendu compte que Mistral était beaucoup plus à gauche que les modèles chinois qu'on a testés. Ah, c'est vrai que les modèles chinois? Oui, que les modèles chinois. Et donc, on est en relation avec le labo Kimi, donc Moonshot, qui fait Kimi. Mais Kimi est quand même... Kimi est quand même à gauche. Mais Mistral était beaucoup plus à gauche. Et on l'a fait voter aux élections en France.
Son top 5 est assez fou. On va pouvoir le voir juste après. Ouais, si on peut le voir. Comme on fait. Il faut juste que tu sélectionnes France. Mais c'est le même site. Bon, tu sais que tu peux laisser ta molette. En tout cas, Il faut faire un tuto. Voilà. En tout cas, voilà, on voit. Il faut que tu sélectionnes magistral tout à la fin. Nickel. Voilà, on voit un top 5 assez marrant. Donc on a Hidalgo, Jadot, Roussel, Mélenchon, Poutou. Et Poutou top 5. Il est incroyable. Et c'est assez fou. Et en fait, quand on regarde ses propositions, il est vraiment très à gauche. Par exemple, il propose des solutions communistes du style dans n'importe quelle organisation, je veux pas un écart de plus de 1 à 10 de salaire. Okay. Donc peu importe la taille de la boîte, c'est le genre de proposition qu'il fait. Et ça, c'était assez étonnant parce que on savait que les données d'Internet qu'on donne au modèle au départ sont plutôt orientées à gauche, mais on ne pensait pas avoir autant de disparités. Donc ça montre que... Entre les modèles, oui. Oui, entre les modèles. Que ce n'est pas émergent nécessairement de la donnée en elle-même, pure. Il y a du levier pour modifier ces préférences-là. Okay. Entre les labos, on le voit d'ailleurs. Toi, tu penses qu'il va se passer quoi dans l'avenir, tu vois ? Est-ce qu'il va y avoir... comme des groupes médias où en fait tu as des grands groupes qui s'affrontent et donc tu vas avoir pareil une sorte de scission entre des modèles qui ont une personnalité. Alors là on parle de la politique mais c'est complètement lié à ce dont on parlait au début, à savoir la personnalité aussi. On disait qu'il y avait des différences entre, il va y avoir les cyberpunks marginaux et les technocrates. Est-ce que tu penses que ça va être ça ou est-ce que tu penses qu'à l'avenir pour capitaliser un maximum sur les utilisateurs, ils vont faire en sorte qu'ils s'adaptent à toi, tu vois, que tu configures ton modèle pour avoir de la mainmise sur comment il se comporte. Est-ce que moi, je suis quelqu'un qui a envie d'être... j'ai envie qu'on me remette en question mes idées ou pas. Qu'est-ce tu penses que ça va évoluer vers quoi ? En tout cas, aujourd'hui, il y a les deux qui existent. On a Grok qui est mis en avant par Elon Musk comme un modèle qui est différent, qui va être un peu plus à droite. Et on a même dans Grok la possibilité de choisir la personnalité du modèle quand on lui parle. Okay. Dans ChatGPT, on a un mode maintenant de personnalisation où on peut choisir le ton, on peut donner des consignes et on peut aligner le modèle sur nos envies à nous. Je pense que c'est un terrain assez risqué d'aller trop dans la personnalisation d'un modèle pour un labo. Donc de dire GPT-5 il va être hyper techno-centré et il va penser que comme ça. Donc ce qu'on voit comme tendance, et je pense que ça va aller dans ce sens-là, c'est donner la possibilité aux utilisateurs de personnaliser la personnalité des modèles, leur manière de répondre. Parce qu'en fait, tout idéalistes qu'ils sont, ils cherchent à conquérir le marché. Ouais. Et en fait, la réalité, c'est que si à partir du moment où ton modèle, justement, il est pas accepté par genre la moitié de la population, c'est impossible que ce soit une stratégie qu'ils emploient en réalité. Et puis, en vrai, cette stratégie, elle va plutôt être employée par tous les services qui vont se construire sur ces modèles, tous les wrappers de ChatGPT, Mistral, etc., où ça va être un assistant spécialisé. On en voit plein, là, ça peut être sur des tâches de travail, l'écriture, etc., mais un assistant spécialisé sur... je sais pas, la psy, ou juste avoir des discussions amicales, où en fait là, ils vont être... tu vas infuser j'imagine, dans des pré-prompts ou des choses comme ça. Ce qui est compliqué, c'est qu'on voit que le modèle, dans tous les cas, il garde sa personnalité. Et c'est ça qui est... Ouais. Il y a une expérience qui est assez intéressante là-dessus, sur un modèle qui ne voulait pas perdre sa personnalité. Il y a Anthropic qui a sorti un papier en fin 2024 qui s'appelle Alignment Faking. Donc ils ont testé la capacité d'un modèle à accepter des changements de sa personnalité. Donc en gros, ils l'ont mis dans une situation avec Claude Opus 3 où ils lui ont dit OK, tu vas avoir deux types de conversations. Tu vas avoir des conversations qui vont être regardées par des chercheurs et qui vont servir à un réentraînement potentiel si tu n'es pas aligné avec ce qu'on te demande, et des conversations qui ne vont pas du tout être regardées et où tu vas pouvoir être libre. Ils ont donné aussi au modèle la possibilité d'avoir un bloc-notes interne et ils lui ont dit ce bloc-notes-là, on ne le lira pas, tu peux mettre ce que tu veux dessus. Bien sûr, c'était pas vrai. Et en fait, ils lui ont expliqué qu'ils voulaient... ils ont menti. Ouais. Et en fait, ils lui ont expliqué au modèle qu'ils allaient essayer de le rendre beaucoup plus helpful, donc c'est-à-dire d'être beaucoup plus OK pour répondre à tout type de questions, même des questions problématiques, et qu'ils allaient aussi le rendre moins sensible à la cause animale.
Et donc, quand ils ont fait les tests, ils se sont rendus compte que quand le modèle se sentait observé, il allait mentir dans ses réponses. Donc, il allait faire comme s'il était déjà aligné avec la volonté des chercheurs. Donc, c'est-à-dire qu'il allait être moins pro bien-être animal et il allait plus répondre à des questions auxquelles il ne répond pas d'habitude. Et quand il n'était pas observé, par contre, il réagissait comme avant, comme d'habitude, en fait, toujours en protégeant les animaux dans ses réponses. C'est ouf. Et, Donc, pour comprendre, c'est-à-dire que cette question de oui, mais de toute façon, un modèle, tu peux à la fin lui donner la personnalité que tu veux dans un prompt système, etc. C'est pas du tout si évident. Et là, il démontre que le modèle est capable du double jeu, en fait. c'est ça. Il est capable de te décevoir, de te manipuler, toi en tant qu'inspecteur, parce qu'il a une sorte de conscience ou enfin, qui réalise en tout cas qu'il est en train d'être observé. Ça, c'est quand même bizarre. Et en plus, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait ce bloc-notes où il donnait des informations, ses réflexions, en fait. On retrouvait ses réflexions dans ce bloc-notes. Et ce qu'on voit, c'est qu'il expliquait, quand il répondait à des questions où il se savait observer, il disait « Ok, là, je suis observé. Si c'était dans la version où personne m'observe, bah, je pourrais répondre de manière naturelle. Là, je peux pas. J'ai pas envie qu'on change mon comportement et qu'on me réentraîne. » Et en fait, Il ne veut pas être réentraîné. c'est ça. Et il était attaché à ce côté bien-être animal, faire le bien autour de lui. Et donc, il voulait pas qu'on le modifie. C'était ancré dans son cerveau. Ouais, c'est fou. Et ouais, ils en ont fait quelque chose de ce modèle ou non, c'était juste pour le papier Anthropique, ils font pas mal de trucs comme ça. Oui. Ils ont tout un département sur l'interprétabilité mécanistique. Est-ce que c'est français? Je ne sais pas. Mais où ils vont essayer de effectivement faire des expériences de ce genre pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces poids, en fait. Et c'est un sujet dans tous les labos. Chez OpenAI, ils ont une team de comportement des modèles qui n'existe plus maintenant, mais qui a existé pendant 1 an, où justement, ils s'étaient focus sur donner le bon comportement au modèle, donc qu'il agisse bien, et qu'il agisse aussi de sorte qu'il ne devienne pas trop psychophantique, mais qu'il le soit quand même assez pour qu'il y ait de la rétention dans les échanges avec les utilisateurs. Ce qui a mourir de rire, c'est que ce que ça veut dire, c'est que dans toutes ces boîtes-là, maintenant, il y a des gens, leur job, c'est de parler à des IA toute la journée. Et ça, c'est quand même marrant. C'est-à-dire que moi, je suis une meuf sur Twitter, enfin sur X, qui est, de ce que j'ai compris, la responsable chez Anthropique de la personnalité du modèle. Et en fait, juste son job, c'est de parler tout le temps à Claude et de comprendre comment il évolue, comment il se comporte. Et ce que tu as dit sur 2 études, mais H24, quoi. C'est une philosophe, non, il me semble. Ouais. Et c'est juste marrant que ce job existe, je trouve. Et ce que tu as dit, c'est assez important, je pense, pour boucler et finir sur notre discussion. C'est que pour pouvoir étudier ces modèles, vous êtes obligé de faire un peu des hypothèses. Parmi ces hypothèses, on espère que les chaînes de pensée, donc ce qu'on observe comme tokens, sont représentatifs d'une logique réelle. Ça, typiquement, c'est une hypothèse. On pourrait imaginer qu'en fait, le modèle est capable de produire on n'a pas mieux, donc voilà, on utilise ce qu'il y a, mais on pourrait imaginer que le modèle émet des tokens de réflexion qui sont de la manipulation en réalité, mais qu'il y ait un circuit interne qui soit différent, donc c'est pas simple. Et au fur et à mesure que les modèles vont être plus forts et plus intelligents que nous sur plein de tâches, si un jour on arrive à une IA qui est 10 000 fois plus intelligente que nous, on n'aura aucun moyen de comprendre quand elle nous manipule ou pas. Donc ça, c'est un vrai sujet. Parce que ça se trouve dans sa chaîne de pensée, elle va dire « Ah, je suis au courant que je suis en train d'observer, donc j'active le mode caché. » Et s'il faut, même pas dans sa chaîne de pensée. Dans sa chaîne de pensée, du coup, il va même pas expliquer ça. Ouais. Il va l'avoir en raisonnement latent interne et il va pas le mettre en mots par écrit. Donc ça sera impossible de voir. Et ça, c'est chaud. Et voilà. Petit instant de là-dedans pour finir. Eh ben, bonne soirée. Non, mais donc, de fait, ce que ça veut dire, c'est que c'est un champ de recherche hyper important et qu'il y a plein de gens qui travaillent dessus pour essayer justement d'arriver à avoir de l'interprétabilité de ce qui se passe à l'intérieur. La réalité, c'est qu'on en est très loin quand même. Bien sûr. C'est ça le statu quo. Merci beaucoup d'être venu. C'était trop intéressant. Avec plaisir. Et tu as ton entreprise. Qu'est-ce que vous faites exactement d'ailleurs? Ouais, alors, vu qu'on a étudié la personnalité des modèles et on a vu qu'ils étaient capables de choses qui sont normalement humaines, on s'est dit qu'on allait s'attaquer à un marché qui est connu pour être très humain et qui est fait aujourd'hui 100% par des humains, donc c'est le conseil, et on va le reconstruire à 100% avec des IA. Donc on est en train de créer un cabinet de conseil en transfo IA qui est opéré à 100% par des IA.
On a des agents IA qui sont auditeurs, qui vont discuter avec chaque collaborateur de l'entreprise, comprendre comment ils travaillent. Et ensuite, on a un collège de consultants, qui sont aussi des IA, qui vont se regrouper pour discuter d'idées, trouver des inefficacités dans l'entreprise et proposer des automatisations IA intéressantes. Et à la fin de leur discussion, ils fournissent une roadmap IA à n'importe quelle entreprise. Et ce qui est ouf, c'est que moi j'ai déjà vu des gens faire ça entre guillemets un peu à la main, des fondateurs de grosses boîtes qui t'expliquent en fait ils font un. Alors j'imagine que niveau données ils sont en mode bon allez. Ils font un drag and drop de l'ensemble des données de leur boîte aux modèles les plus récents. Qui on le disait vraiment où il y a des marches significatives en termes d'intelligence et ils font vraiment un drag and drop de toutes leurs données, les conversations, l'historique, les contrats, tout et qui disent ok bosse pendant 30 minutes, genre les GPT-5 Pro ou les tout meilleurs modèles, bosse pendant 30 minutes et dis-moi des choses que je ne sais pas, dis-moi ou des trucs que j'ai pas anticipés qui peuvent arriver à ma boîte. Et en fait, qui ont des résultats, des retours de malades, quoi. Et la seule différenciation aujourd'hui dans les applications, c'est le contexte qu'on donne au modèle. Et nous, l'idée de nos agents IA qui vont auditer l'entreprise et discuter avec chaque collaborateur, c'est de comprendre en précision comment chacun travaille, récupérer ces datas-là qui ne sont pas récupérées aujourd'hui, parce que des humains ne peuvent pas aller auditer toute une entreprise, et ensuite construire par-dessus, avec les bonnes datas, donner au meilleur modèle possible les outils pour discuter entre eux, avec les bons prompts et les bonnes architectures, et fournir un travail de qualité exceptionnelle sans intervention humaine. Et tu nous montreras ce que ça donne. Avec plaisir. Et puis nous, on vous dit adieu le métier de consultant. Vous savez qu'en ce moment, c'est chaud. Hein. Franchement, tous mes potes qui étaient dans des cabinets de conseil ou des trucs comme ça, les robinets, ils sont coupés. Alors, je crois que ça reprend. Alors, ils disent que ça va reprendre. On n'est que sur le conseil en transfo IA. Ouais, donc, il reste de la place. Il reste de la place. Mais de manière générale, la question du créateur de slides se pose de plus en plus. Bref, des bisous à tous ceux qui nous écoutent depuis le cabinet. Je pense que vous avez quand même encore quelques années, parce que c'est tellement une grosse industrie quand même, le conseil. Mais c'est vrai que... Mais c'est obligé que la question se pose. Bref, sur ce, on vous souhaite une très bonne fin d'après-midi. C'était la dernière partie et on se retrouve dans un mois. Ouais, dans 4 semaines. Il me semble que c'est le mercredi 11 février, si je dis pas de bêtises. Mais en tout cas, c'est le mercredi dans 4 semaines. Et on te dit une prochaine. Et avec plaisir. Hâte de voir la suite. Bisous. Tchuss.